Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Trends Bourse avec pas mal de grands événements évidemment à commenter. On ne peut pas ne pas évoquer ces résultats de Nvidia, la chute du Bitcoin et puis un petit mot aussi sur les résultats de KBC. Et je suis ravi cette semaine de retrouver Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël, je suis ravi également. Guy, j'ai cru que vous alliez jamais rentrer de vacances. Je repars la semaine prochaine, donc j'ose à peine le dire. Quel honneur de vous avoir pour cet épisode. On en parlait. Je l'évoquais à l'instant. C'est un peu l'événement phare qui a éclipsé tout le reste. Ce sont ces résultats d'Nvidia. C'est vrai qu'on les attendait un petit peu comme un indicateur ultra important de ce secteur technologique qui est en proie à certains doutes actuellement. Grosso modo, ces résultats sont quand même assez bons. Mais oui, ils sont même très bons, comme de coutume, pourrait-on dire. Parce qu'en fait, en deux mots, troisième trimestre, c'est celui-là qui vient d'être annoncé. Troisième trimestre qui se termine le 26 octobre et qui est présenté par Nvidia comme son troisième trimestre 2026. Petite précision, des fois que certains ne comprendraient pas tout à fait la portée des communiqués de l'entreprise. Bon, c'est un peu spécial. Bon, bref, chiffre d'affaires en hausse de 62% sur un an, supérieur aux attentes. La marge brute a un petit peu reculé à un an d'écart, mais elle progressait par rapport au trimestre précédent. Bénéfice par action 1,3$, plus 67% sur un an. Donc oui, c'est très bon, comme d'habitude. Encore une fois. Alors comment justement on peut se dire que le marché qui réagit bien dans un premier temps, au final semble pas si convaincu que ça? Mais en fait, c'est vrai qu'il a bien réagi dans un premier temps. Donc, pour rappel, ces résultats ont été publiés après clôture du marché officiel, mercredi dernier, hors marché. Et les transactions qui ont suivi hors marché ont imprimé une hausse sensible à l'action Nvidia, plus 4-5% à peu près. Très bien. D'autant plus que le trimestre précédent, les résultats avaient été salués par une baisse de 3%. Donc voilà, le marché était bien disposé. Il faut dire qu'il a peut-être un peu surréagi parce que, comme vous l'avez signalé, on attendait ça avec impatience, avec est-ce qu'il y a une bulle dans l'intelligence artificielle? Nvidia va nous rassurer, probablement, espérons. Donc, on n'avait de vue que pour Nvidia, pour ses résultats et pour rassurer les marchés. Donc, bon résultat, supérieur aux attentes, très importante commande aussi, signalée par la direction. Donc, euphorie quasiment dans un premier temps, très bien. Et puis ça s'est dégradé. Il y a peut-être donc eu une surréaction. Finalement, le marché a retrouvé son allure habituelle, où il avait baissé un petit peu le trimestre précédent. Ça n'a duré que quelques heures, puisque dès le lendemain, le cours a baissé. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que les investisseurs actifs doivent le savoir. Quand on donne le cours et surtout l'évolution de cours d'une action, on se réfère au cours de clôture de la veille, séance officielle. Donc, quand on a dit que Nvidia était en hausse le lendemain à l'ouverture, non, il a confirmé le cours de la veille après clôture, ce cours en très forte hausse. Il a aussitôt été en baisse et d'ailleurs, il a terminé la journée à $181. Pour rappel, hors bourse la veille, 196. C'est un fameux repli. Nvidia était en fait en repli à ce moment-là. 13% sur 3 semaines, ça n'est pas mirobolant. Donc voilà, la petite euphorie a duré quelques heures seulement. Et on peut expliquer ce changement de mentalité, en tout cas de sentiment, d'émotion par rapport à Nvidia. Tu l'évoquais, il y a beaucoup de doutes autour du secteur techno pour le moment. C'est beaucoup de gens qui évoquent cette bulle technologique. C'est vrai que moi, je t'ai jamais posé la question directement. T'en penses quoi, toi, de l'idée de cette bulle? Mais cette bulle, en fait, on a beaucoup dit, et c'est vrai, qu'on ne pouvait pas comparer ça avec la bulle qui a éclaté en 2000. À l'époque, la plupart des entreprises qui étaient portées au nu, c'était l'Internet. C'était pas l'intelligence artificielle, évidemment, ça n'existait pas, enfin, on n'en parlait pas. La plupart de ces entreprises étaient balbutiantes, étaient en perte, certaines n'avaient même pas de chiffre d'affaires. Donc, il y avait très
peu, on arrivait pour l'ensemble du marché à un rapport court-bénéfice de 80 selon les uns, de 130 selon les autres. On n'est pas là du tout à ce niveau-là aujourd'hui, qu'il s'agisse de Nvidia ou des autres technologiques, des autres sets magnifiques. Ces entreprises sont très rentables, leurs bénéfices sont monstrueux, pourrait-on dire. Elles sont chères, oui, mais à l'image de la croissance des bénéfices. Donc, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose d'autre peut-être pour qu'on s'alarme. Cela étant, j'ai observé quand même quelque chose qui me paraît fort intéressant, c'est que c'est le gestionnaire d'actifs britannique Schroders qui a relevé ça. Quand on examine certains segments du marché sur les 9 premiers mois de l'année, il observe que la bourse technologique Nasdaq, les entreprises rentables ont progressé de 7%, donc par des cours de bourse, les entreprises non rentables de 18%. Même topo pour ces fameuses small et mid cap dont on espère beaucoup, les bénéficiaires ont progressé de 5%, les non bénéficiaires, dans le rouge donc, ont progressé de 12%. C'est ce qu'on doit comprendre. Alors, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a de bonnes raisons à ça? C'est pas évident du tout. La baisse des taux n'est pas gagnée. Le climat ne s'améliore pas ça. Il y a peut-être un effet de rattrapage. Oui, pourquoi rattrapage? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle, effectivement, dans certains segments de marché? On peut difficilement juger pour l'intelligence artificielle, mais il est clair que la très belle hausse de la bourse américaine depuis 2 ans a mené à des situations peut-être effectivement de bulles, osons le dire quand même. Donc attention quand même, il y a des bulles apparemment. Alors, un secteur techno en proie au doute, ce n'est pas le seul non plus. C'est un sujet qui me tient à cœur, cette crypto-monnaie, en l'occurrence la reine des cryptos, le Bitcoin, qui a connu quelques jours difficiles et même du coup quelques semaines difficiles ces derniers temps. J'ai presque l'impression, alors je peux me tromper, mais est-ce qu'il n'y a pas là derrière une espèce de fin de mythe autour du Bitcoin? Mais oui, il y a une fin de mythe. Alors, petit rappel quand même pour fixer les idées, la fin de semaine dernière, il avait chuté à 84 000 $ venant d'un sommet de 126 000 début octobre, en cours de séance, 124 en clôture. Bon, ça fait un tiers de moins. Alors, un tiers de moins en cette semaine, ça j'appelle un crash, il faut quand même bien le dire, d'autant que la semaine dernière, moins 11%. Qui s'est un petit peu redressé depuis lors. Mais ça pose un problème de fond, effectivement. Parce que, on a dit, on a objecté différentes choses à l'égard des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. D'abord, attention, il n'y a pas de contrôle de banque centrale. Objection stupide, c'est le but. Deuxième objection, attention, c'est très spéculatif. On n'a jamais dit que c'était une alternative au carnet de dépôt. Oui, c'est spéculatif, ok. Même si on l'a de plus en plus présenté ces derniers temps comme vraiment un élément de patrimoine à mettre dans un portefeuille, soit. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que la qualité supposée des crypto-monnaies, puisque justement elles dépendaient de rien, qu'elles tombaient du ciel, entre guillemets, c'était d'être décorrélées par rapport au marché. Et c'est à ce titre-là que certains ont conseillé de mettre du Bitcoin dans des portefeuilles, comme de l'or d'ailleurs. C'est décorrélé de l'allure de Wall Street, c'est décorrélé, un peu moins, de l'évolution des taux. Or, que s'est-il passé maintenant? Le Bitcoin chute au moment où la bourse recule parce qu'il y a un gros doute. À la limite, elle a l'air corrélée plutôt que décorrélée finalement. Alors, c'est vrai que le repli, pour ne pas dire la chute du Bitcoin, date de début octobre, quand les bourses étaient encore stables. Elle s'est accentuée avec la baisse toute récente de Wall Street et les gros doutes. Donc, y aurait-il corrélation avec le marché? En fait, oui, peut-être, mais surtout, ce n'est pas la première fois. On a observé ça début avril, lors du fameux Liberation Day, le petit cirque de ce cher Donald qui montre un tableau de droits de douane. Entre le 2 et le 8 avril de cette année, la bourse américaine, Standard & Poor's 500, a baissé de 12%, le Bitcoin de 11,4%. Il y avait corrélation parfaite entre le Bitcoin et le marché boursier. Alors, c'est très embêtant parce que, indépendamment de ces fluctuations, indépendamment de son aspect spéculatif, si le Bitcoin n'est pas décorrélé par rapport au marché, il perd la qualité essentielle qu'on lui attribue. Donc là, il y a un gros problème de fond, effectivement. Et c'est vrai qu'on se rend quand même compte depuis un petit temps que les investisseurs, en tout cas le cours du Bitcoin, est tout à fait sensible à des événements comme la Fed, comme le discours de Donald Trump ou un discours politique qui va faire réagir ce cours. Et puis on a parallèlement à ça aussi quand même une forme d'institutionnalisation de ce Bitcoin avec de plus en plus de gouvernements qui investissent. Et donc, dès l'instant où on sent des autorités mettre la main sur une monnaie qui est censée être alternative,
Est-ce que justement on a encore cette alternativité? Mais oui, c'est peut-être l'autre élément, effectivement, le fait que ce soit beaucoup moins non corrélé qu'on l'imagine, et le fait que ça devienne un petit peu institutionnalisé avec des mesures prises aux États-Unis en faveur du Bitcoin, pour le promouvoir, pour que les banques puissent le vendre, etc., etc. C'est très bien, on va dire, pour le Bitcoin, mais oui, comme vous dites, il perd son statut de petit fou, il perd son charme. Oui, et surtout, il perd une qualité essentielle qui c'est son indépendance, sa non-institutionnalisation. Donc, ça fait peut-être deux éléments qui jouent contre lui finalement, dont l'un a été jugé positif, mais peut-être à tort. Donc, il y a un problème de fond, encore une fois, pour le Bitcoin. C'est au-delà de ses fluctuations et de sa chute, il y a un problème de fond sérieux. Méfiance envers le secteur techno, méfiance envers le secteur crypto. Il y a un secteur qui a quand même pas mal performé dans cette saison des résultats, c'est les financières. Et pour faire un petit point chez nous, on a quand même KBC qui a confirmé cette bonne santé du secteur. Oui, KBC a affiché pour le 3e trimestre des résultats un peu supérieurs aux attentes, comme pour le 2e, comme pour le 1er déjà, donc fort bien, fort bien. On soulignera que le bénéfice par action, lui, est vraiment merveilleux. 2,44 €, on attendait 2,14 €. Alors, c'est quand même beaucoup plus, donc c'est très bien, très bien. Les coûts sont maîtrisés et les dépréciations sur crédit sont faibles, elles restent faibles. Très bon résultat, donc. Mais accueil mitigé. C'est le cours. Justement, qu'est-ce qui peut expliquer un accueil mitigé dans des résultats qui sont quand même très positifs? Mais oui, très positif. Mais accueil mitigé, alors que par ailleurs, faut pas l'oublier aussi, j'ai oublié de le dire, les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été augmentées une fois encore pour le revenu d'intérêt net. Enfin bon, ça c'est le critère important pour les banques. Ce qui peut expliquer le fait que le cours ait baissé d'un peu moins de 5% en 5 jours. C'est pas mal quand même, ouais. C'est une petite sanction, moi je trouve. Quand même une sanction, alors qu'il n'y a pas lieu a priori, au contraire. C'est vrai que, bon, le parcours de KBC est remarquable. C'est vrai que l'appétit des investisseurs s'est peut-être un petit peu émoussé, enfin leur faculté à s'enthousiasmer s'est peut-être un peu émoussée. KBC, encore une fois, c'est la 3e fois qu'il fait mieux. Le parcours de l'action en bourse est brillant, 53% de hausse en 1 an, 97% de hausse en 2 ans, à l'image de l'ensemble du secteur d'ailleurs. KBC a fait un petit peu moins que la moyenne parce que KBC ne partait pas du 36e dessous comme d'autres banques. Un trop bon élève en fait. Le trop bon élève, effectivement, est moins félicité que le mauvais quand il fait des étincelles, quand il fait de bons résultats. C'est malheureusement souvent le cas, en effet. Petite chose à quand même à signaler, pour prendre la mesure de ce secteur financier, bancaire, plus précisément en Europe, le Stoxx, l'indice Stoxx 600 des banques, européennes donc, a, depuis 2002, fait mieux que l'indice des Magnificent Seven. Donc, le secteur bancaire européen a fait mieux sur 4 ans que la crème technologique américaine. C'est quand même pas vilain du tout. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que aujourd'hui on est moins enthousiaste. Le secteur a tellement bien performé qu'il est un peu rentré dans les clous finalement. Donc il y a moins d'enthousiasme. Qu'en penser, je dirais d'emblée, bon, les analystes sont 8 à recommander KBC à l'achat, 10 à conserver, donc ils sont majoritaires, avec, les acheteurs sont minoritaires en tout cas, et 2 sont vendeurs. Donc finalement, les acheteurs sont minoritaires, comme je le disais, c'est quand même une chose à signaler. Et, nous sommes pas acheteurs non plus, parce que un élément qui est intéressant à relever, c'est le rapport, le PI, le cours-bénéfice n'a pas beaucoup d'intérêt pour une banque, beaucoup moins que pour d'autres valeurs. Le cours valeur comptable, 1,7. C'est bien payé, c'est logique, ça mérite d'être bien payé, KBC. Enfin, on vient de beaucoup moins que 1 pour le secteur bancaire dans son ensemble, y compris pour KBC. Donc c'est vrai que voilà, le secteur était très dévalorisé, il était revalorisé. On peut comprendre qu'on court plus derrière et qu'on réagisse un peu mollement quand tout va bien. Nous sommes d'avis qu'on peut s'alléger, en tout cas en KBC. J'ai l'impression qu'on a quand même un marché un peu blasé ces derniers temps. Quelles leçons finalement on pourrait retenir de toute cette actualité? Mais c'est vrai que le marché est blasé au niveau des résultats, et ça c'est un peu embêtant parce que
on estime que c'est quand même après la baisse des taux d'intérêt qui est terminée depuis un certain temps, quand même au niveau des taux à long terme, c'était la bonne tenue des résultats, des bénéfices qui était le catalyseur. Et donc aujourd'hui, quand on lit un peu les commentaires, les analyses, on s'aperçoit qu'on cherche autre chose. Tous les professionnels se disent bon voilà, visiblement Nvidia fait mieux, ça joue pas. KBC en Belgique fait mieux, ça ne joue pas. Sur quoi va-t-on pouvoir compter pour soutenir le marché à l'avenir? Eh bien, on ne sait pas très bien. Donc, on ne sait pas très bien s'il y a une bulle sur l'intelligence, mais surtout, on ne sait pas très bien ce qui va sortir le marché à l'avenir. Donc, il y a un gros point d'interrogation. Ça, c'est à suivre quand même. Si on le découvre un jour, on sera rassuré. Si on ne le découvre pas, il faudra quand même sérieusement commencer à se méfier. Un manque de catalyseur dont il faut faire attention et rester prudent. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Guy, en tout cas, pour cette analyse. Et donc, bonnes vacances dans 15 jours. Hein. Et on se retrouve certainement l'année prochaine, au moins. Probablement, avec plaisir en tout cas. Merci. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous propose d'évoquer un secteur dont nous avons récemment augmenté le poids dans notre allocation d'actifs, celui des services aux collectivités, plus connu sous son nom anglais, les utilities. Alors ce secteur affiche l'une des meilleures performances depuis le début de l'année et pourtant il reste attractivement valorisé puisqu'il se négocie à 16,5 fois les bénéfices attendus contre 19,3 pour le marché dans son ensemble. Alors les bonnes performances du secteur s'expliquent notamment par l'explosion de la demande d'électricité liée elle-même au déploiement de l'intelligence artificielle qui implique la construction de nombreux data centers. Aux États-Unis, on construit aujourd'hui presque autant de data centers que d'immeubles de bureaux. Et ces data centers consomment l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de la Thaïlande, soit 200 TWh par an. Et ce n'est qu'un début puisque l'Agence internationale de l'énergie s'attend à un doublement de cette consommation d'ici 2030. Alors, à cela s'ajoute l'intérêt croissant des investisseurs pour les crypto-monnaies qui entraînent aussi une consommation accrue d'énergie pour le minage du Bitcoin notamment, lequel consomme également l'équivalent de la consommation électrique annuelle de la Thaïlande. Alors malgré ces perspectives de croissance, le secteur des utilities reste considéré comme défensif et plutôt comme value, c'est-à-dire qu'en cas de baisse des marchés ou de ralentissement économique inattendu, il devrait reculer moins que les autres car il offre des revenus stables et prévisibles grâce à des contrats réglementés ou à long terme et que la demande reste relativement constante même en période de ralentissement conjoncturel. Le secteur bénéficie aussi d'un rendement attractif avec un dividende d'environ 4%, ce qui est particulièrement intéressant dans un cycle de baisse de taux comme celui que nous connaissons actuellement. Enfin, il permet d'investir dans les énergies renouvelables et la décarbonation de notre société. C'est pour toutes ces raisons que nous avons récemment augmenté notre exposition à ce secteur. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles convictions d'investissement. Merci. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.